Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver chaque soir de 20h30 à 22h pour notre rendez-vous sportif quotidien. Pour ce soir, top départ avec le sommaire. Au menu de la grande team LGT News, les éléphants ont-ils le meilleur milieu de la compétition? Les invités de Marie-Christine Begré nous en diront un peu plus sur le sujet qui fait l'objet de notre actu. Bonne soirée en compagnie de La 3, la chaîne qui offre toujours 3 fois plus de sport. Et voilà donc le programme pour ce soir. La question LGT avant de débuter véritablement l'émission. Cannes 2023, les éléphants ont-ils le meilleur milieu de la compétition? Pour nous joindre, vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99 ou aussi écrivez-nous sur la page Facebook de La 3. Vous êtes bien habitués et merci de toujours nous suivre de plus en plus nombreux sur La 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Bon, ce soir, je suis accompagnée d'une très belle équipe. L'équipe de ce soir, les consultants sont là, ils sont en place, ils sont prêts pour le décryptage de l'actualité sportive de ce soir. Et bon, top départ avec LGT News. LGT News. Débutons nos news avec les éléphants. Abakar Silla, déçu de ne pas disputer la CAN. Abakar Silla aurait tant voulu être à la CAN à domicile. L'international ivoirien n'a pas caché sa déception après avoir constaté qu'il ne faisait pas partie du commando retenu pour cette compétition. Selon westfootafrique.com, qui a rapporté les propos de Silla en marge des 32e des finales de la Coupe de France, le défenseur de Strasbourg n'a pas caché son regret. C'est une déception de ne pas disputer la CAN. Le sélectionneur a fait ses choix. Je vais me concentrer sur mon club pour faire des bons matchs. Peut-être que je serai de nouveau appelé après, a-t-il déclaré aux médias en conférence de presse. LGT News. Maroc, le match amical contre la Gambie annulé. En plein dans sa préparation en prélude de la CAN 2023, la sélection nationale marocaine qui avait initialement prévu d'affronter les Scorpions. LGT News. République démocratique du Congo, un forfait de taille face à la Zambie pour le premier match. LGT News. Mauritanie, Babacar Diop opéré avec succès. Blessé gravement au genou lors du premier jour de stage de la Mauritanie, Babacar Diop, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, est passé sur le billard. Voilà, nous sommes en direct sur La 3 et ce jusqu'à 22h. La CAN, c'est bientôt, c'est seulement dans 9 jours. À cet effet, suivez l'émission de lancement de la CAN 2023 du groupe RTI. La CAN, c'est sur la RTI. Et demain, vendredi 5 janvier 2024, à partir de 20h50, sur RTI 1 et aussi sur votre chaîne La 3. Une autre information complémentaire pour vous ce soir. Les Pharaons viennent à 27 à la CAN. L'Égypte a communiqué sur sa liste finale pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sont 27 joueurs, dont Mohamed Salah qui débarqueront en Côte d'Ivoire pour la reconquête du titre. Voilà. Et Balo, un mot justement sur cette information? Oui, déjà, il faut savoir qu'il y a 5 joueurs du Al Ahly d'Égypte dans cette sélection de 27 joueurs de l'Égypte, et notamment des cadres tels que Mohamed El Shenaoui, le gardien de but de l'équipe d'Égypte, Gabaski, Mohamed Abou Gamal, qui avait permis à cette équipe d'arriver en finale, et le plus jeune, Mohamed Sobi. Et en défense, on a également des expérimentés comme Ahmed Egazi et Mohamed Abdelmonem, qui ont tenu la dragée haute aux éléphants de Côte d'Ivoire. Et également au niveau de l'attaque, on a bien sûr Mohamed Salah et Mahmoud Trezeguet, lui aussi qui est un vétéran de cette équipe d'Égypte. Donc on voit bien que dans cette liste, c'est une liste d'habitués de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est le premier avantage de cette équipe d'Égypte. Pour la plupart des joueurs énoncés, tels qu'Amdi Fati, c'est les joueurs qui ont l'habitude de cette compétition. C'est eux qui ont mené cette équipe d'Égypte en finale. Donc, voilà, il y a de bons indicateurs pour l'équipe d'Égypte, sans compter qu'il y a 3 joueurs de Zamalek. Donc, ils ont concentré la sélection de leurs joueurs sur 2 clubs phares au niveau local, le Zamalek d'Égypte et le Al Ahly.
Et d'autres informations complémentaires? Ah oui, on va se dire, hein, c'est bien sûr le revenant Karabakh qui est dans cette liste-là, beaucoup d'expérience pour lui. Sans oublier aussi de grands noms aussi qui reviennent dans cette sélection. Hein. On va parler d'Abdallah Saïd, hein, le milieu de Pyramide FC, malheureusement, qui ne sera pas de la partie. Également Mahmoud Hamzi de Zamalek, sans oublier El Shabba du Al-Ali et puis Mohamed Madi. Donc ce sont des joueurs très expérimentés. Malheureusement, le coach a décidé de partir avec une équipe très équilibrée. L'Égypte, on le sait, hein, sur la dernière CAN, on a vu une équipe qui a commencé tout doucement la compétition, qui est montée en puissance cette fois-ci. Il y a 5 cadres qui, malheureusement, on va dire, hein, qui ne seront pas ici en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, quand on a une équipe équilibrée avec un certain Zizou, avec beaucoup d'expérience, attention, cette équipe est très équilibrée, donc sait-on jamais, elle peut créer la surprise. Les pharaons d'Égypte qui font très peur, hein, quand même, Roger Stéphane. Oui, mais évidemment, hein, on l'a dit, on va le répéter encore. L'Égypte, c'est incontestablement l'un des grands favoris de toutes les Coupes d'Afrique des Nations de football. C'est le pays le plus titré, avec 7 titres étoiles, oui. de champion d'Afrique. C'est un pays qui, on a le sentiment, a signé un pacte avec cette compétition. Chaque année, les Égyptiens sont là. C'est le seul pays d'ailleurs à avoir réalisé 3 succès de suite à une certaine époque. Et puis un d'ailleurs au niveau de l'Afrique subsaharienne. Les Égyptiens, c'est 2 clubs phares, le National et le Zamalek, qui donnent, je crois, 7 joueurs dans ce groupe-là. Et puis les garçons expérimentés. Et puis évidemment, va venir encore cette année Mohamed Salah, le guide égyptien. Il sera là, le pharaon sera là pour porter cette formation. C'est une équipe, c'est une nation qu'il va falloir respecter. Les Égyptiens ils sont très coriaces, ils sont difficiles, ils ont eu de très très grands joueurs. Je me souviens, moi, à une époque, quand j'étais un peu plus jeune, dans l'équipe des pharaons d'Égypte, les garçons comme El Batal, Mohamed El Khatib, Taher Abou Zeid, Ibrahim Youssef. C'est l'Égypte éternelle, quoi. Un peu plus tard, c'est Hassan Hassan, etc., etc. Et bien, l'Égypte est là encore. C'est vrai que certains disent que ce n'est plus l'équipe d'Égypte des années passées, mais attention, les Égyptiens ont un mental très très fort, cette équipe est difficile à manœuvrer. Sur la dernière CAN, ils avaient mis en difficulté toutes les équipes qu'ils ont quasiment croisées, y compris d'ailleurs les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc cette année encore, oui, les Égyptiens viendront jouer le titre. C'est l'une des équipes à craindre dans cette compétition. Et oui, vous l'avez dit, hein, l'une des équipes à craindre véritablement. Et on poursuit pour parler toujours de cette CAN. Abakar Silla, qui ne va pas disputer la CAN. Oui, les larmes et les déceptions du jeune Abakar Silla, qui n'a pas été convoqué par Jean-Louis Gasset. Il a été barré dans l'axe de la défense des éléphants par Willy Boli, Kosonou, Ndika et Ousmane. C'est un bon petit joueur que moi j'aime bien. Il a fait partie à un certain moment des jeunes loups dans cette défense des éléphants de Côte d'Ivoire avec Sinali Diomandé et Agbadou qui malheureusement ne sont pas là. Je suis un peu triste pour lui. Sur la dernière sortie avec les éléphants, il avait été utilisé comme latéral gauche face au match magnifique qu'on avait disputé face à l'équipe des Lions de l'Atlas du Maroc. Malheureusement, il avait fait une boue de la lac de la défense qui va mener l'égalisation pour terminer, pour couper la porte en deux, un but partout entre éléphants et Lions de l'Atlas. C'est un peu dommage. Et donc, à partir de cet instant, il a perdu sa place. J'avoue que j'ai un petit pincement au cœur pour lui parce que ce garçon-là, il a de la qualité, il a du potentiel. Malheureusement, c'est le choix de Gasset. Maintenant, j'estime qu'il ne doit pas se décourager. Il ne doit pas se décourager, il ne doit pas pleurer, mais il est très intelligent. Je vais me concentrer sur mon club. Et il y a d'autres compétitions qui arrivent. Effectivement, il y a d'autres compétitions qui arrivent pour lui. Il n'a que 21 ans. On a des prochaines CAN qui arrivent, on a la Coupe du Monde qui arrive, on a les éliminatoires qui sont là. Donc oui, que ce garçon se concentre et que j'espère qu'on va le revoir à l'avenir avec cette équipe des éléphants. Même si dans l'axe, la bataille est devenue très très rude, hein, avec 2 garçons qui, comme lui, ont eu la chance et qui l'ont saisi. Il s'agit de Ndika et Ousmane, mais Agbadou est capable de revenir. Courage à lui. Il évolue à Strasbourg. Cette année, cette saison, c'est 10 matchs et 1 but. Maintenant, on va attendre la suite des événements, mais j'avoue que c'est un garçon intéressant. Heureusement que son mental n'a pas pris un coup et qu'il n'est pas totalement grillé après la bourde qu'il a faite face à l'équipe du Maroc. Oui. Et on espère le revoir très bientôt, mais vraiment très bientôt, avec les éléphants, qu'il continue de travailler, qu'il continue de progresser. L'avenir lui appartient certainement dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Effectivement, et pour l'heure, il n'a véritablement il n'a pas caché sa déception, en tout cas, de ne pas être présent pour la CAN à domicile. Oui, c'est dommage pour lui parce que lorsqu'on regarde ses dernières prestations, c'est une seule erreur. Face au Maroc, globalement, c'est un défenseur qui a du bon potentiel. On a vu de l'intelligence de jeu. À Bruges, il a montré de très très bonnes choses, notamment en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. Donc, c'est un joueur qui méritait d'aller à la CAN, mais Gasset a sans doute tout simplement pesé le pour et le contre, et sans doute que son erreur face au Maroc a dû jouer contre lui, malheureusement, mais on lui souhaite de rebondir le plus vite possible. Il n'y a pas que la CAN dans la vie, il y a aussi la Coupe du Monde.
On espère que les éléphants vont se qualifier pour cette Coupe du Monde 2026. Et là, on espère pour lui qu'il aura son mot à dire. Voilà, bonne chance en tout cas pour la suite à Abaka Sylla. On est toujours dans les préparatifs de la CAN 2023 qui aura lieu dans seulement 9 jours ici en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février. La CAN de l'hospitalité. À cet effet, dans le focus de ce soir, on recevra Guy-Stéphane Guédé, chef de projet Fan Zone au COCAN. Ce sera seulement dans quelques petites minutes, mais avant, on part pour la pub. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et on passe une agréable soirée avec vous. On a commencé la soirée, ça fait seulement quelques petites minutes. On sera en direct, on est toujours en direct jusqu'à 22 h et il est l'heure du focus de ce soir. Alors, pour le focus de ce soir, nous avons notre invité, Guy-Stéphane Guédé, par ailleurs chef du projet Fan Zone au COCAN, est notre invité aujourd'hui. Avec lui, nous allons essayer d'avoir quelques éléments d'information sur le projet qu'il dirige. On le reçoit donc sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Guédé. Comment vous allez? Je vais très bien, grâce à Dieu, comme on le dit, ça va. D'accord. Bon, la CAN, c'est bientôt. Et les fan zones, qu'est-ce que c'est concrètement? D'accord. Donc, dans le cadre de cette compétition, dans le cadre de la CAN, la fan zone, c'est un espace de retransmission. Donc, c'est l'espace officiel de retransmission des matchs, n'est-ce pas, de la CAF. Donc, après le stade, vient la fan zone comme deuxième espace officiel, où les Ivoiriens, les supporters de cette compétition pourront venir pour vivre l'ambiance de cette compétition autour d'activités festives, de très bons restaurateurs qui seront là, de spectacles et de concerts qu'on va organiser pour partager cette fête-là avec tout le monde, on va dire ça comme ça. La très belle fête du ballon rond. Mais les fan zones, est-ce que les fan zones sont différentes des villages à Kouaba? Dans le fond, on dirait non. Parce que que tu sois sur une fan zone ou un village à Kouaba, nous sommes sur un espace de retransmission des matchs. La distinction se fait au niveau du volet ou caractère officiel de la chose. Donc la fan zone, c'est l'espace officiel, n'est-ce pas, qui est régi par des exigences du cahier des charges de la CAF. Donc la fan zone est du ressort exclusif du COCAN, qui est le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et dans le cadre de ces compétitions, on aura 6 fan zones en tout, sur l'ensemble du territoire. Donc 2 fan zones au niveau d'Abidjan, une à Le Pougon, au complexe Jesse Jackson, comme vous voyez sur les images, une à Koumassi, à l'Agora, une dans chaque ville haute, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korogo. Ok, d'accord. Bon, alors, je me rends compte que sur les 6 fan zones, vous avez privilégié les communes qui accueillent les stades et les différents poules de la CAN, c'est bien ça? C'est bien cela. Mais pourtant, il y a des très grandes villes en Côte d'Ivoire qui auraient pu en bénéficier également. Je pense à Man dans les 18 montagnes, je pense à Daloa, je pense à Bengourou. Pourquoi vous n'avez pas étendu tout ça à ces grandes villes également? D'accord, comme je disais tantôt, les fan zones sont du ressort d'un cahier des charges, donc une exigence de la CAF. Selon ce cahier des charges, il fallait ouvrir les fan zones dans des villes qui abritaient des stades. Uniquement? Uniquement. Donc ça, c'est un principe de la CAF. D'accord. Donc sous ce fait-là, il était obligé de prendre des espaces qui se trouvaient dans des villes qui avaient des stades. Et bien sûr, c'est pour pouvoir répondre à cette injustice que nous avons pensé, par le biais bien sûr du président du COCAN, penser à mettre sur pied le concept de village à Kouaba. Très bien. Pour permettre à ceux-là même qui n'ont pas accueilli de fan zone ni de stade de pouvoir vivre au même titre que les villes hautes l'effervescence de cette compétition. Mais le sentiment que certains ont en ce moment, vrai ou faux, je n'en sais rien, c'est qu'on ne sent pas l'ambiance de la CAN en ce moment. Certains auraient souhaité qu'il y ait des grandes affiches à l'intérieur d'Abidjan, des différentes villes avec les photos des footballeurs, qu'il y ait des caravanes de mobilisation, etc. Je peux me tromper, mais beaucoup ont le sentiment qu'on ne sent pas encore cette énergie, cette ferveur populaire autour de cette Coupe d'Afrique. Est-ce que c'est votre sentiment également? Bon, peut-être que si je dis non, vous allez dire comme je suis de la maison. Ouais, mais ah ben voilà, voilà. Donc c'est clair. Non, mais je sais qu'il y a des efforts qui sont faits quand même. Il y a eu récemment la caravane à Kouabatou qui a sillonné l'ensemble des villes, plus d'une quinzaine de villes à l'intérieur du pays. On a vu l'engouement que ça a suscité. On a vu que l'apothéose même était à Jesse Jackson il y a 2 semaines de cela. Donc il y a quand même une communication qui est faite. Certes, d'aucuns estimeront que ce n'est pas suffisant, mais je pense que... Mais ça viendra progressivement. Justement, en parlant d'engouement,
faut savoir que l'espace aussi garantit l'engouement, mais sur la commune de Koumassi, vous avez choisi l'Agora au lieu de la place Inch'Allah de Koumassi, qui est un espace plus grand, qui est un peu plus centré. Plus célèbre. Plus célèbre en ce qui concerne la commune de Koumassi. En ce qui concerne la commune de Yopougon, au lieu de la place Figayo, c'est le complexe Jesse Jackson. Donc, on veut comprendre pourquoi ces choix. Je reviens encore sur ce que j'ai dit précédemment. Le cahier des charges, enfin, la fan zone répond à un cahier des charges. Ça. Et on a sillonné l'ensemble des villes hautes. On a eu à sillonner et préidentifier une 50aine de sites. Donc, on a identifié ces sites. On a fait un filtrage sur la base des critères. Bien sûr, il y a eu dans le critère symbolique. Quand on prend Figayo, c'est symbolique. Quand on prend Inch'Allah, c'est symbolique. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait mettre en exergue le critère sécuritaire. Donc, faire un choix entre un espace clôturé et un espace non clôturé. Pour la sécurité des supporters, pour la sécurité des Ivoiriens, on a préféré prendre les places et les sites, n'est-ce pas, qui étaient clôturés, comme le confère, bien sûr, le cahier des charges d'Akaba. D'accord. Monsieur Guédé, on va revenir aux fan zones, justement, et puis au village Akwaba. Des Ivoiriens grognent sur les prix excessifs, justement, des fan zones et villages Akwaba. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? D'accord. Donc, déjà, les villages Akwaba ne sont pas payants. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux, nous avons vu ce qui se passe. Tout simplement, ce que nous demandons pour les villages Akwaba. Nous demandons à ce que celui-là même qui a l'initiative de vouloir mettre en place un village Akwaba se rapproche du COCAN, demande au COCAN de lui mettre à disposition l'autorisation. Donc on lui donne le process à suivre. L'agrément. L'agrément. On lui donne le process à suivre. Donc, et ce n'est pas payant? Ce n'est pas du tout payant. Il remplit le formulaire, on analyse sa demande sur la base de certains critères. Quand c'est validé, on l'appelle, il vient récupérer son agrément, suivi d'un cahier des charges pour la mise en place de son village Akwaba. À l'heure actuelle, on a plus de 145 agréments qui ont été donnés. Et les gens ne cessent de nous appeler. Ça vient de partout. On se rend compte que les gens veulent effectivement mettre en place des villages Akwaba dans leur cité, dans leur ville, dans leur commune. Donc ça n'a jamais été payant. Je ne sais pas d'où sort cette information. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes sur ce plateau, pour emmener vraiment les Ivoiriens à comprendre que notre objectif, ce n'est pas de faire payer ou de rentabiliser derrière cet événement. Le but, c'est de contribuer à ce que l'Ivoirien puisse vivre cet événement qui a eu lieu il y a 40 ans en arrière. Très bien. Est-ce que vous facilitez, Roger Stéphane, vous allez parler, est-ce que vous facilitez justement les Ivoiriens à avoir accès justement à ces agréments-là? Oui, il n'y a pas de souci. Comme il a dit, il y a eu près de 145 agréments qui ont été donnés. Oui, mais les gens continuent de se plaindre. Oui, mais je veux dire, ceux qui ont eu les agréments, on ne les connaît pas. Il y a une chose qui est claire. Cette compétition-là, le COCAN a la responsabilité d'assurer la sécurité des Ivoiriens. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un veut qu'on lui donne quelque chose qu'au nom de, je ne sais pas quoi, on va lui mettre ça à disposition. On a des principes et des critères à respecter. Même ceux qui nous font des demandes, on analyse le site. Est-ce que le site est sécurisé? Est-ce que le site respecte les normes en termes sanitaires, en termes hygiéniques? Et puis aussi, on met en exergue le volet marketing, donc pour éviter tout embouche marketing. Donc, c'est des éléments qu'on regarde et on dit, OK, ce site-là est apte à recevoir, n'est-ce pas, un agrément pour mettre en place un village Kanye. Et ça ne suffit pas, on ne s'arrête pas qu'à donner l'agrément. Comme il dit, on met en place, on met à disposition le cahier des charges. Et même quelqu'un qui a un agrément, qui met en place son village Akwaba et qui ne respecte pas le cahier des charges, on peut même venir lui dire, non, attention, monsieur, vous allez fermer. D'accord. Donc, on note que pour le village Akwaba, l'accès n'est pas du tout payant, mais il faut un agrément. Pour les fan zones aussi? Les fan zones, c'est pareil. Les fan zones sont des espaces populaires. C'est vrai qu'il y a des zones, il y a une zone VIP comme le stade, mais l'accès sur les fan zones, c'est totalement gratuit. D'accord. Les Ivoiriens ont besoin de savoir. Voilà. Avec tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, je pense que c'est bien de préciser. Oui, moi, j'avais vu un post sur les réseaux sociaux où on avait donné des prix. On parlait de 2 millions, 1 million et 500 000 pour l'intérieur du pays. Bon, maintenant, on vous donne de nouvelles informations. Est-ce que ce sont des nouvelles mesures qui ont été prises pour répondre à la polémique qu'il y a eu sur le fait qu'il était interdit de faire des retransmissions de la Coupe d'Afrique des Nations de football dans des espaces habituels pour les petits espaces de détente, etc., etc. Est-ce que c'est une nouvelle mesure qui vient répondre à ça? Ou alors ça a toujours été comme ça au niveau du COCAN en ce qui concerne l'organisation de ce type de spectacle dans les différents espaces? D'accord. Ce qu'il faut retenir déjà, j'ai dit que l'accès sur les fan zones est gratuit. Gratuit. Mais on a des stands sur les fan zones. Il y a des gens qui utilisent ça comme, qui utilisent les fan zones comme
un élément pour faire du commerce, donc pour rentabiliser. Donc les gens viennent pour mettre à disposition des stands, pour proposer leurs services. Donc les stands ne sont pas gratuits. Les stands ne sont pas mis à disposition des personnes gratuitement. Non, les stands sont payants. Ça, c'est la première rectification que je vais faire. Concernant les espaces de retransmission, il n'a jamais été question de demander à quelqu'un de payer. Quelqu'un qui a une cave, quelqu'un qui a un restaurant, quelqu'un qui a son maquis, qui va payer pour diffuser le match de la CAN. Cette CAN se veut populaire. Voilà. Cette CAN se veut inclusive. Donc, en même temps, on ne peut pas prôner le message de la popularité, le message de l'inclusion, et puis demander à ce que les gens payent. C'est ce qu'on dit. D'accord. Quelqu'un qui a son espace, il peut diffuser, il n'y a pas de problème. Mais une chose est claire, il faut le souligner, cette CAN appartient à la CAF. La CAF a ses sponsors, la CAF a ses partenaires qui ont payé ce qu'il faut payer, qui ont signé des accords avec elle. Il serait malséant qu'après avoir payé, on se rende compte que des personnes qui sont ni sponsors, ni partenaires de la CAF utilisent ces espaces-là pour venir gagner en visibilité, pour venir mener des actions de communication. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Et de promotion. Et de promotion, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Très bien. Donc quelqu'un qui a son maquis, qui veut diffuser le match, il le fait tranquillement. Mais il ne faut pas qu'il utilise ce prétexte-là pour faire la communication d'une marque qui serait concurrente. Mais si jamais, M. Guédé, excusez-moi, si jamais justement ce propriétaire de cet établissement a une marque derrière lui pour cet événement, est-ce qu'il doit demander l'autorisation du COCAN ou de la CAF? Non, mais si déjà il a une marque et que cette marque-là déjà est concurrente à un sponsor partenaire de la CAF, ça pose un problème. On est dans l'embauche marketing. Ça déjà, ça pose problème. C'est pourquoi on regarde vraiment cela, parce que nous sommes garants des intérêts de ces marques-là. C'est aussi le rôle du COCAN. Et M. Guédé, étant donné que c'est un critère, c'est un facteur qui peut porter atteinte à l'engouement de la Coupe d'Afrique des Nations, est-ce qu'après ce plateau, le COCAN envisage de faire une véritable communication sur les réseaux sociaux pour que les Ivoiriens comprennent une bonne fois pour tout ce que vous venez d'expliquer là? Je pense que c'est dans cette logique que nous sommes. C'est d'ailleurs la raison de ma présence ici. C'est ce qui a commencé il n'y a pas 2 jours. Je ne cite pas de nom, j'étais sur un plateau. C'est mieux. Non, mais après, moi je dis... Non, c'est vous qui avez parlé des produits concurrents. Hein. Donc faites attention. Donc oui, c'est prévu. C'est prévu. Il y a une campagne qu'on va lancer au niveau des panneaux, même au niveau des réseaux sociaux. Je pense que souvent les réseaux sociaux sont laissés pour compte. Parce que la majorité des populations se retrouvent sur ces réseaux sociaux. Donc il faut qu'on puisse quand même gagner la bataille de la communication pour donner la bonne information. Parce qu'il y a des informations qui circulent qui ne sont pas forcément vraies. Bon, maintenant, vous qui êtes sur le terrain, pour terminer, et qui travaillez à la mobilisation par rapport à cette Coupe d'Afrique, quels sont les retours que vous avez? Les Ivoiriens sont prêts? Nos frères, parents et amis ressortissants des pays étrangers qui vivent chez nous, sont-ils prêts? Est-ce qu'il y a des fortes délégations qui arrivent? C'est des fortes personnalités qui arrivent? Est-ce que le sol ivoirien est en train de bouillir par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations de football qui arrive à grands pas? D'accord. Je réponds en disant oui, effectivement. Et il y a même le président du COCAN, le ministre François Albert Micha, qui l'a dit. Aujourd'hui, nous avons le record de la demande d'accréditation. Près de 5200 demandes d'accréditation. Et ça sert de venir. Aujourd'hui, nous qui sommes, parce que moi je suis de la commission mobilisation, nous travaillons avec les communautés étrangères qui viennent. On a toutes les communautés qui sont mobilisées. Et ce n'est pas seulement en Afrique. Et ça nous surprend même de constater que même dans les pays européens, les gens sont mobilisés. Même au Japon, même en Chine. C'est dire que cette CAN-là, franchement, sera la meilleure CAN de l'histoire. On l'espère, on l'espère. Mais déjà, M. Guédé, la population a besoin d'être rassurée par rapport à la campagne que vous commencez justement pour aller contre ce dénigrement que vit actuellement le COCAN et tout. La CAN, c'est seulement dans 9 jours. Hein. Bien sûr. Donc vous comptez... on voit ça tous les jours sur les voilà, donc vous comptez mettre tout ce processus-là en place véritablement à partir de quand? Sur les réseaux sociaux et tout. Oui, comme je dis, c'est déjà lancé. C'est déjà lancé. La preuve, je suis sur le plateau aujourd'hui. Oui. Donc il y a des actions qui seront menées, vous allez les constater. Pourquoi pas demain, après-demain, vous allez les constater. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme on le dit. Donc nous allons commencer vraiment à gagner la bataille de la communication. Et vous nous rassurez sur le plan animation, sur le plan sécuritaire, tout est prêt? Oui, ça c'est l'un des éléments. C'est pourquoi j'invite même tout le monde à venir sur les fan zones. Parce qu'en termes d'animation, il n'y aura pas mieux. Voilà. Nous allons faire tout ce qu'il faut pour que l'Ivoirien, le but en fait des fan zones, c'est pas de vivre seulement l'ambiance du football. Même celui-là même qui n'est pas amateur du football, il faut que lorsqu'il arrive sur la fan zone, il n'ait plus envie de sortir. Donc c'est une sorte de fête. Fête dédiée au football et autour de laquelle on va avoir des concerts, des spectacles, des activités ludiques. Je vous y invite en tout cas.
Monsieur Guédé, Guy Stéphane Guédé, chef de projet France-Zone au COCAN, un dernier mot avant de nous quitter. C'est rassurer les Ivoiriens que le COCAN travaille pour eux. On voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on leur rassure. Nous sommes ouverts, même moi, mon numéro ne cesse de crépiter chaque jour. Ah bon? Je fais l'effort de donner les bonnes informations, mais ça ne va pas suffire forcément. Donc nous allons continuer de travailler pour eux, on les rassure. S'il y a des préoccupations particulières, ils peuvent venir au COCAN, c'est ouvert. Il n'y a pas d'accès payant pour entrer au COCAN. Les numéros sont ouverts. On l'espère. Vous pouvez nous appeler, on va vous donner les bonnes informations. Voilà, on demande à ce que tous les Ivoiriens soient mobilisés. Voilà, pour la réussite de cette compétition. Parce que comme le dit le président du COCAN, ce n'est pas seulement le COCAN qui doit permettre la réussite de cet événement, c'est avec les Ivoiriens qu'on va y arriver. Bien sûr. Bon, voilà. Donc, c'était votre mot de fin. Merci beaucoup, Monsieur Guy Stéphane Guédé, chef de projet France-Zone au COCAN, qui était notre invité ce soir pour le Focus. Donc, bonne fête à nous tous. Merci, bonne fête à vous et puis merci pour l'opportunité. Merci beaucoup. On marque une petite pause et vous ne bougez surtout pas. On se retrouve seulement dans quelques instants pour le sujet principal de l'actu de ce soir. Voilà la poule B, la poule B, donc où nous avons le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et aussi la Gambie. Bon, premièrement, la poule C. La poule C, plutôt. Poule C. Merci beaucoup, Roger Stéphane. La poule C, nous avons donc le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et aussi la Gambie. Et déjà, nous nous intéressons au Sénégal. Est-ce que le Sénégal a les armes pour réaliser le back-to-back? Roger Stéphane. Oui, mais évidemment que le Sénégal a les armes pour réaliser l'exploit encore. Le Sénégal, c'est 16 participations à la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est 3 finales. 2002 perdu face au Cameroun. 2019 perdu contre l'Algérie. Et puis un sacre en 2022 au Cameroun face à l'équipe de l'Égypte. Le Sénégal est enfin dans la cour des grands. Le Sénégal est enfin dans la cour des grands. C'est la deuxième nation africaine au classement. C'est le football le plus puissant du continent depuis ces dernières années. Parce que sur toutes ces catégories de sélection nationale, elle a gagné toutes les compétitions. Donc c'est un football qui est extrêmement puissant en ce moment. Le Sénégal, c'est 3 phases finales de Coupe du Monde. Ils sont présents au Mondial depuis 2014, 8e de finaliste de la dernière édition. Lors des éliminatoires, les Sénégalais ont fait très très fort. Ils ont terminé en tête du groupe L avec 14 points. C'est 4 victoires, 2 nuls, aucune défaite durant les éliminatoires. Donc oui, le Sénégal se présente comme un client sérieux, un client extrêmement sérieux. C'est une équipe qui est montée en puissance, qui est en pleine confiance, qui depuis de nombreuses années est restée un peu dans l'ombre des grandes nations que sont Égypte, Côte d'Ivoire, etc., etc. Mais progressivement, les Sénégalais ont rattrapé leur retard. Et depuis ces 5 dernières années, on ne parle que du Sénégal. Attention à cette formation. Le Sénégal, c'est aussi des joueurs de très grande qualité. Edouard Mendy, le portier qu'on ne présente plus jamais, ne présente plus. Khalidou Faliga, qui il n'y a pas longtemps. Khalidou Koulibaly. Merci mon cher Balo, qui il n'y a pas longtemps était peut-être le meilleur défenseur africain et l'un des meilleurs au monde. C'est Cheikhou Kouyaté également qui est là. Ismaël Sarr, sans oublier évidemment le grand Sadio Mané. Oui, le Sénégal est bien là. C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui est quasiment chez lui en Côte d'Ivoire. À mon avis, ça va être un client extrêmement sérieux pour cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Une très belle équipe, comme vous le présentez effectivement, mais est-ce qu'elle ne devrait pas se méfier justement de l'excès de confiance? Jean-Philippe. Mais je pense que l'excès de confiance n'est pas un élément qui est caractéristique aux Sénégalais. C'est une équipe qui est très concentrée, très appliquée. Et on la connaît surtout pour avoir un parcours assez difficile. Lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, elle avait réussi à se hisser au second tour en réalisant quand même des tout petits scores. Elle a eu à souffrir dans ces différentes rencontres et je pense qu'elle puise surtout sa force là de cette souffrance durant les matchs. Mais il y a un gros différentiel entre cette équipe du Sénégal qui s'est présentée au Cameroun et celle qui va se présenter en Côte d'Ivoire. Son épine dorsale, sa colonne vertébrale est vieillissante, ça il faut le dire clairement. Et également en termes de performance, elle n'est plus au premier plan. On a pratiquement tous les joueurs de cette colonne vertébrale qui évoluent du côté de l'Arabie Saoudite désormais. Mendy, Khalidou, Gana Gueye qui faisait partie de cette épine dorsale est blessé, forfait. Et on a Sadio Mané devant. Ils sont pratiquement tous du côté du royaume de l'Arabie Saoudite. Le royaume chérifé, c'est le Maroc. De l'Arabie Saoudite. Et beaucoup de personnes se sont plaintes un tout petit peu de leur performance ces dernières années. Ce qui a contraint l'entraîneur à faire appel à beaucoup de jeunes. Des jeunes binationaux qui ont intégré l'équipe récemment pour la plupart. Est-ce que cette nouvelle équipe-là va rapidement trouver ses marques?
Ça, c'est le gros point d'interrogation parce que la génération précédente avait quand même évolué ensemble pendant de très nombreuses années. Et beaucoup sont sortis aujourd'hui du circuit de cette équipe nationale du Sénégal. C'est vrai, derrière, il y a la relève. Mais cette relève-là, elle est appelée à prendre le pouvoir. Comment est-ce qu'elle va prendre le pouvoir? Elle va être guidée par les plus anciens. Et cette fois-ci également, cette équipe sénégalaise sera très attendue parce que contrairement à 2021, elle n'était pas véritablement l'équipe la plus attendue. Ça, il faut le dire clairement, même si elle avait réalisé un magnifique parcours en 2019 en se hissant jusqu'en finale. Mais là, en 2024, ici à Abidjan, elle sera très très bien attendue par tous ses adversaires. Donc attention à cette formation sénégalaise. Attention donc à cette formation sénégalaise, le Sénégal force et faiblesse, Ballot. Bah, mais déjà la force, c'est un très grand milieu de terrain. C'est déjà la grande force de cette équipe avec des joueurs comme Pape Gueye, comme Lamine Camara, qui sont doués techniquement. Il y a aussi l'attaque, emmenée par Sadio Mané, par un joueur très très intéressant en attaque comme Ismaël Assar, qui est également très 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 bon. Donc on voit que la force déjà de cette équipe, c'est le milieu et l'attaque. Et faiblesse, peut-être une défense en deçà. C'est une bonne défense, très très bonne défense, mais en deçà du potentiel de leur milieu, de leur attaque. Ils ont de bons défenseurs, mais par rapport à ce que cette équipe dégage en milieu de terrain, en attaque, c'est beaucoup moyen en défense. Donc moi je dirais peut-être une défense moins clinquante que l'ensemble du milieu de l'attaque. Sinon, il y a un très bon gardien derrière avec Edouard Mendy. Donc oui, je pense que c'est une équipe avec laquelle il faudra compter. Mais moi, je crois moins au back-to-back parce que le niveau entre les équipes est de plus en plus resserré d'année en année. Pour remonter à un back-to-back, il faut remonter en 2010, sinon moins que ça, avec l'équipe d'Égypte qui a réalisé un triplé avec la génération Hassan Chiata. Donc ça remonte il y a des années. Et les réalités du foot actuel ne se prêtent pas à un back-to-back, compte tenu de la concurrence qui se resserre de plus en plus. D'accord, c'est votre avis. Jean-Philippe, vous ne partagez pas du tout cet avis? Bien sûr que je partage cet avis. D'accord, ok, donc c'est bon. On avance avec le Cameroun. Bon, le Cameroun, les beaux des beaux. L'équipe camerounaise, est-ce que les Lions indomptables sont toujours aussi redoutables? Tago Charles. Les Lions. Une question, oui. Est-ce qu'ils sont indomptables? Force est de reconnaître que c'est l'une des grandes équipes du continent. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de talent, comme ce fut le cas à l'époque de Samuel Eto'o, Mboma, Tamem Mayer, ceux-là avec lesquels nous autres, là, on a eu le privilège de jouer au Ghana en 2000, qui nous avait éclaboussé d'un 3-0, mais franchement, techniquement, c'était vraiment une équipe au-dessus vraiment de la moyenne. Maintenant, sur ces 2-3 dernières compétitions, ce n'est plus cette même équipe-là. Ah, voilà. Mais cette équipe-là garde quand même son fighting spirit. Cet esprit de gagneur-là, et elle est conduite notamment par son capitaine emblématique, voilà, Song, et derrière avec un grand capitaine, un grand président aussi, qui connaît aussi le parfum de la Coupe d'Afrique. Donc ça reste quand même une superbe équipe. Et ici, en Côte d'Ivoire, elle est à domicile pratiquement. Ah oui. Tu l'as si bien dit, hein, c'est le beau, c'est la belle beau famille. des beaux. Ils ont dit qu'ils se font appeler le continent, ils arrivent à Abidjan, c'est quand ils sont, du moins au Sénégal, à Yamoussoukro, mais quand ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont chez eux. Donc ça voudrait dire qu'ils vont tellement se mettre à l'aise, comme si c'était à Yaoundé ou à Douala, et que voilà, va falloir les prendre au sérieux, parce qu'ils vont faire tout ce qu'il faut. Donc moi, je suis convaincu que cette équipe-là, c'est vrai qu'elle n'est pas aussi belle, elle n'est plus aussi puissante, mais qu'elle peut continuer de surprendre les uns les autres. Donc il faut toujours la respecter, la prendre très au sérieux. Voilà. Malheureusement, bon, un super garçon comme l'avancement du Bayern de Munich, Choupo-Moting, n'est pas de la partie, c'est dommage. Avec un Vincent Boubacar un peu vieillissant, à mon sens, ça serait un peu difficile, mais c'est le groupe surtout, voilà, qui pourra faire la différence. Voilà. D'accord. Et donc, l'équipe camerounaise qui court après un 6e titre, est-ce que le sélectionneur Rigobert Song pourra relever le défi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est d'ailleurs l'une des forces de cette équipe du Cameroun, Rigobert Song. Il connaît parfaitement les Lions indomptables du Cameroun. Il a été lui-même un formidable joueur, très très grand défenseur, peut-être à son époque le meilleur. Il a disputé plusieurs CAN. Et en plus, il est associé à un coéquipier avec qui il a fait de très grandes aventures, qui est président de cette fédération, qui est Samuel Eto'o.
Ces deux garçons, à un seul, c'est l'esprit, c'est l'âme de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Donc, ils savent ce que c'est. Ils ont le discours qui va accompagner cette formation. C'est vrai que le Cameroun n'est plus assez intéressant comme avant. Ça, c'est tout à fait juste. Oui. Plus intéressant comme avant. Mais il y a une âme au Cameroun qui ne meurt jamais. C'est cet esprit guerrier. Les Camerounais n'ont absolument peur de rien. Je vous rappelle qu'en 1988, ils ont gagné la CAN au Maroc en éliminant le Maroc en demi-finale. En 2000, ils ont gagné la CAN au Nigeria devant l'équipe du Nigeria. Donc, cette équipe-là, elle n'a absolument peur de rien. En plus, elle a de très bons joueurs. Hein. Onana, Ondoa, Zambo, bon, Vincent un peu vieillissant, Ekambi, etc., etc. Le Cameroun, c'est 20 participations à la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont gagné 5 cadres. 88, 84, 2002, 2017. Ils ont 8 participations à la Coupe du monde de football. Ils ont été quarts de finalistes en 90. Souvenez-vous de cette génération extraordinaire de Roger Mila, Makanaki, Pagal, Oman Bik, etc., etc. Je l'ai dit, ils ont un mental de fer. C'est la force des Camerounais. Ils savent se sublimer, ils savent se recharger quand ils sont en difficulté. Et en plus, ils viennent en Côte d'Ivoire. Moi, c'est une équipe que j'ai vraiment pas envie de croiser maintenant. D'accord. C'est Camerounais. Bon, déjà, voyons le calendrier. Ils sont redoutables. Le calendrier du groupe C. Le calendrier du groupe C qui s'affiche maintenant. Avec le Sénégal qui va affronter la Gambie le 15 janvier 2024 à 14h. Ensuite, le Cameroun qui affronte la Guinée à 17h le même jour. Ensuite, le 18 janvier 2024, on aura le Sénégal face au Cameroun. Ça, c'est le gros choc de cette poule à 17h. Ensuite, la Guinée qui affronte la Gambie à 20h. Et le 23 janvier 2024, Guinée-Sénégal à 17h et Gambie-Cameroun à la même heure. Donc, ça sera lors de la 3e journée. OK. Donc, Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie. Messieurs, pronostic pour cette poule. Dago Charles? Ça, c'est la poule de la mort. Hein. Franchement, pour moi, c'est la poule de la mort. Je ne saurais dire qui va gagner. Parce que là, la Gambie, sur ce qu'elle nous a montré lors de la dernière compétition, franchement, c'est du football aussi. Elle peut créer la surprise. Elle peut créer vraiment la surprise. Elle peut se qualifier au détriment de choses de la Guinée, comme du Sénégal, comme du Cameroun. Donc, pour moi, c'est 50-50 pour tout le monde dans cette poule-là, franchement. D'accord. Jean-Philippe? Sénégal, Guinée, Cameroun, Gambie, pour moi. Sénégal, Guinée, Cameroun. Non, mais pour une fois, je ne vais pas pronostiquer, même si parfois je réussis ça, parce que... Oui, mais parce que c'est une poule assez serrée quand même. Il y a le Sénégal, le Cameroun, c'est vrai. Oui. Mais derrière, on a la Guinée. La Guinée qui parfois est un peu décevante en Coupe d'Afrique, hein, toujours annoncée, mais qui vient rarement. Je pense qu'ils ont perdu une finale en 1976 face au Maroc. Ils ont eu des formidables joueurs. Là, ils ont un bon groupe qui arrive encore avec beaucoup de joueurs qui vont dans les championnats européens. Et il y a surtout cette charmante équipe de la Gambie qui revient pour la 2e fois, qui commence à être un habitué, qui est un formidable sélectionneur. Ils ont 2 bons joueurs, Barrow et Diallo. Vraiment, mon pronostic, c'est difficile. Cette poule-là, il aura des surprises dans cette poule. Il n'y a pas de souci. Pronostic de Ballot. Compliqué, moi, je vais me mouiller. Cameroun en tête. Oui. Sénégal 2e. Cameroun, parce que dans les moments difficiles, c'est une équipe qui sait se transcender. La preuve, ils se sont qualifiés au mondial en battant l'Algérie. En Algérie, ils ont tenu tête au Brésil en Coupe du Monde. Cameroun 1er, Sénégal 2e. D'accord, voilà qui est. On verra bien. Merci beaucoup, messieurs. Bon, la CAN, c'est dans 9 petits jours. On marque une petite pause, si vous permettez. Et dans quelques instants, non, pas de pause. Plutôt, voyez, messieurs, vous m'embrouillez, je passe à la pause. Pas de pause du tout, il est 21h20. On passe plutôt à l'actu de ce soir. CAN 2023, les éléphants ont-ils le meilleur milieu de la compétition? On y va. Le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99 pour nous joindre et pour répondre à la question LGT. Et aussi, nous avons déjà énormément de messages sur la page Facebook de la 3, mais continuez de nous écrire et vos messages seront bien sûr lus pendant cette émission. Le milieu de terrain des éléphants fait peur. Mais pourra-t-il faire la différence pendant la CAN 2023? Bon, on regarde cet élément et après on en parle. Voilà, CAN 2023, les éléphants ont-ils le meilleur milieu de terrain pour la CAN 2023? Monsieur Avo Palonso, oui ou non? Oui, Roger Stéphane, non, Dago Charles, non aussi Ballot, Jean-Philippe, peuvent... On va équilibrer. D'accord. Donc oui, pour Jean-Philippe. Ballot, oui, je vous écoute. Pourquoi non? Non, déjà parce que qu'est-ce qui définit le meilleur milieu de la compétition? Ce sont d'abord les qualités intrinsèques des joueurs qui composent le milieu de terrain, leur renommée
et le fait qu'il y ait le maximum de profils dans les différents milieux de terrain. Moi, je me suis amusé à faire un comparatif entre les favoris de cette compétition, entre l'Égypte, le Sénégal, le Maroc et l'Algérie et la Côte d'Ivoire. C'est clairement le Maroc qui arrive en tête, avec des joueurs comme Azedi Nounahi, qui a une très bonne technique, qui a été la révélation de la dernière Coupe du Monde, qui a même laissé bouche bée un certain Luis Enrique. On a Sofiane Amrabat, qui sait faire un travail de guerrier devant la défense. Et on a un certain Hakim Ziyech, qui n'est plus à présenter sur l'échelon international du football, qui est un joueur fabuleux, techniquement lui aussi très doué. On a Amin Harit de l'Olympique de Marseille, lui aussi qui est un excellent joueur. On a le vétéran Sofiane Boufal, qui a plusieurs Coupes d'Afrique des Nations à son actif, qui a même permis à cette équipe marocaine d'aller titiller l'Égypte jusqu'aux prolongations. Même s'ils ont été éliminés, les Marocains ont fait une très très bonne Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, qui a produit l'un des meilleurs footballs grâce justement à ces milieux de terrain comme Sofiane Boufal. Donc lorsqu'on voit une équipe comme le Maroc, on sent déjà qu'il y a des techniciens hors pair dans ce milieu de terrain. Il y a de gros travailleurs comme Sofiane Amrabat. Et lorsqu'on regarde le profil des différents joueurs qui évoluent dans ce milieu de terrain, ce sont des profils assez divers, assez diversifiés. Donc ce qui me fait dire que déjà le Maroc arrive en tête. Il y a aussi l'Algérie avec Sofiane Fegouli, Oussem Aouar, Benasser. Donc lorsqu'on regarde en termes de milieu de terrain, les milieux qui me semblent avoir la meilleure qualité de cette compétition sont le Maroc et l'Algérie. Sur l'Afrique subsaharienne, on a même le Sénégal avec Sékou Kouyaté, avec Pape Gueye, avec Lamine Camara, et aussi le Ghana avec la révélation Mohamed Kudus qui va montrer de très très belles choses. Donc lorsque je regarde ces critères de bon profil, de technique, de réputation, de renommée de ces différents milieux de terrain, j'estime que la Côte d'Ivoire a l'un des meilleurs, sinon pas du tout le meilleur milieu de la compétition. Pas le meilleur, d'accord. Certaines personnes sur la page Facebook de la 3 sont du même avis que Balo, à savoir Eric Kwame qui nous dit le Maroc et le Sénégal. Voilà, au haut niveau. Gervais Nguesson Djoué qui nous dit c'est plutôt le Sénégal, l'Afrique du Sud et le Maroc. Mais par contre, d'autres avis contraires. Akissi Liliane Edith Kouakou qui nous dit bonsoir la grande team. Pour ma part, je dirais oui, car avec Seko, Kessier et Sangaré, il n'y a rien en face. Bonne émission. Oui. Qui avait dit oui déjà? Jean-Philippe Alice. D'accord. Qu'est-ce qui définit un milieu de terrain? Le premier élément, c'est la complémentarité entre les trois joueurs. Est-ce que le milieu de terrain des Ivoiriens n'est pas complémentaire au niveau des trois que nous connaissons? Ce milieu est complémentaire pour moi. Ensuite, qu'est-ce qui permet à un milieu d'être dominant par rapport à un autre? C'est sa puissance. Et un milieu de terrain, qu'est-ce qu'on attend de lui? Il doit être capable de récupérer les ballons, de presser, de construire le jeu, de se projeter, de délivrer des passes clés décisives et de marquer des buts. Est-ce que le milieu de terrain des Ivoiriens ne remplit pas chacun des éléments qui sont cités là? Pour moi, ce milieu-là le remplit parfaitement. Balo a parlé du milieu marocain, mais ce milieu marocain s'est fait bouffer ici à Abidjan. Dans un milieu, dans une bataille à 3 contre 3, il n'y a aucun milieu sur le continent africain qui peut tenir la charge face au milieu ivoirien. Parce que pour une première fois, on a une complémentarité de puissance dans ce milieu-là, d'intelligence de jeu. On a 3 milieux de terrain qui sont capables à la fois de jouer en 6 et de jouer en milieu centraux et de jouer même en 10. Exactement. Donc, pour un entraîneur, c'est du pain béni. Parce que quand on joue avec ces milieux classiques que Balo a cités là, il y a un 10, ce 10 se passe mieux en 6. Il ne peut pas revenir prendre la position d'un autre de ses coéquipiers en cas de défaillance. On n'a pas ce problème avec le milieu de la Côte d'Ivoire. Donc oui, pour moi, on a le meilleur milieu de terrain à l'heure actuelle sur le continent africain. Peut-être à leur décharge, on n'a pas eu la chance de les voir évoluer ensemble depuis un certain moment et dans une grande compétition. C'est leur baptême de feu. Donc les autres milieux ont ce vécu-là en Coupe d'Afrique que ce milieu n'a pas. Sinon, quand on prend chaque élément qui doit constituer, en fait, je dirais, la notation des milieux de terrain, je pense que notre milieu de terrain arrive largement en tête. D'accord, très bien. Merci pour votre avis, Jean-Philippe. On a un appelant. On a M. Moussa Koné qui nous appelle des BIMP. Bonsoir, M. Koné. Ouais, bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord, ok. On vous écoute, M. Koné. Les éléphants ont-ils le meilleur milieu de la compétition? Oui, les éléphants ont le meilleur milieu. Je vais très bien, je vais très bien.
Vous pouvez couper la télé, s'il vous plaît, parce que là, il y a un léger décalage. Monsieur Koné? Bon, on l'a perdu. Bon, vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99. Bon, c'était aussi un oui pour Roger Stéphane. Donc, le nom de Dago Charles. Oui, moi, je dis qu'on n'a pas le meilleur milieu de terrain parce que qu'est-ce qu'on demande à un milieu de terrain? Un milieu de terrain, son rôle principalement, c'est vrai, c'est dans la récupération, certes, mais c'est beaucoup plus la capacité pour ces milieux de terrain à mettre ses avant-centres, ses attaquants sur orbite, dans les meilleures des positions pour marquer des buts. Quand on regarde cela, quand on prend les derniers matchs des éléphants de Côte d'Ivoire, ils sont beaucoup plus les milieux de terrain ivoiriens qui marquent et ils mettent moins nos attaquants en exergue qu'eux-mêmes, en général. Ce sont généralement ceux-là même qui sont beaucoup plus mis en valeur que nos attaquants. On se plaint généralement de ce que Sébastien Haller n'a pas souvent beaucoup de ballons, les milieux de terrain, les différents sortants ne sont pas mis sur orbite et autres. Donc, pour moi, ça suffit dans un premier temps pour dire que ce n'est pas le même milieu de terrain. Mais en termes d'abattage, oui, de récupération, oui. Mais c'est surtout même l'autre point faible, c'est le fait même qu'ils sont tous les trois du même profil. Tous les trois, ils sont du même profil. Pour moi, c'est un réel problème. C'est un réel problème parce que dans la projection, il n'y a pas de problème. Mais dans la récupération de balles, s'il y a un qui a failli quelque part, il n'y a pas de problème. Il parle du match contre le Maroc, oui. En premier temps, le Maroc, oui, on les a bouffés en milieu de terrain. Mais en seconde période aussi, ce milieu de terrain aussi a été complètement bouffé aussi par les Marocains. L'Afrique du Sud aussi nous a bouffé ce milieu de terrain aussi, après. Donc, oui, on a de très bons milieux de terrain. Techniquement, valeur intrinsèque, il n'y a pas grand-chose à dire. Et Ziyech n'a pas joué. Sur les autres, mais en termes de... C'est-à-dire que de donner des ballons, nourrir les attaquants, on a ce problème-là pour l'instant. Et donc, j'espère, comme lui-même l'a dit, que voilà, les différents schémas proposés dans cette compétition-là, Pagassé, vont leur permettre de se mettre beaucoup plus en valeur. Sinon, quand tu prends l'équipe du Sénégal, on regarde bien, les milieux de terrain donnent beaucoup de ballons aux attaquants. Quand tu prends l'équipe du Maroc, ces milieux de terrain mettent beaucoup de ballons pour leur avant-centre. Très grand détail, là, son nom m'échappe. El-Nesri, je crois. El-Nesri. Il est beaucoup pourvu en ballon. Et donc, pour moi, c'est ça. Maintenant, quand tu prends l'équipe du Nigeria... Pour terminer, oui. Merci pour terminer. En valeur intéressante aussi, l'équipe du Nigeria, c'est des joueurs de Brentford, Southampton et puis Fulham, qui sont très titulaires dans leur club. C'est vrai qu'ils n'ont pas joué beaucoup ensemble, mais qui sont très performants dans leur club. Et sur le dernier match qu'on a vu, ils nourrissent beaucoup leurs attaquants, notamment tous ces avant-centres-là qui reçoivent, Osimhen et autres, qui reçoivent beaucoup de ballons. Parce que c'est ça un milieu de terrain, c'est de nourrir ton attaque. Mais quand l'attaque n'est pas trop nourrie, pour moi, on ne peut pas dire que tu es meilleur. Très bien, merci beaucoup. Ballon, je sais que vous voulez répondre, mais on fait le tour de table d'abord. Donc, on va écouter Roger Stéphane dans seulement quelques secondes. On a un appelant, on a M. Cissé Moyabi qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Cissé. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais bien, et chez vous, madame? Je vais très bien, merci beaucoup. On vous écoute donc, M. Cissé. Ok, madame, je remercie d'abord l'ensemble des consultants. Vraiment, les écoutants, ça fait tellement plaisir au cœur. Parce que l'intervenant, le consultant qui vient de parler... Oui, M. Dagochard. Vraiment, je salue. Le milieu ivoirien répond dans toutes les normes, toutes les aptitudes dont un milieu sérieux a besoin, la Côte d'Ivoire dispose. Vraiment, avec le milieu que nous disposons pour le moment, ça nous rassure. Et vraiment, la seule chose, je viens de dire ça à quelqu'un, la seule chose qui nous manque, c'est l'esprit de guerrier qui manque aux Ivoiriens. Comme il y a un consultant qui a mentionné le cas du Cameroun. Quand vous voyez les Camerounais jouer, vous avez l'impression que des gens qui sont sans cœur, c'est-à-dire ils sont infatigables. C'est ça qui manque à l'équipe ivoirienne. Sinon, tous les éléments qu'il faut pour pouvoir vraiment compétir à une compétition sérieuse comme la CAN, vraiment la Côte d'Ivoire dispose. Et nous sommes déjà fiers et on espère que cette CAN va rester, cette coupe va rester en Côte d'Ivoire. On espère. On espère. Merci beaucoup, M. Cissé. Merci beaucoup, M. Cissé, qui nous appelait de Boaké. Oui. Moi, je ne sais pas pourquoi j'adore notre milieu de terrain. Je suis un fan de ce milieu de terrain. D'abord individuellement. Sangare Ibrahim, il s'impose dans n'importe quelle équipe sur le continent africain, n'importe quelle équipe. Ce garçon, il sait tout faire dans le milieu de terrain, récupérer, organiser, etc. etc. C'est un garçon qui est formidablement doué. Et quand il est en pleine forme, vous voyez les éléphants briller. Franck Kessié a beaucoup d'intelligence dans le jeu.
C'est vrai qu'il n'a plus son travail physique d'antan, mais intelligemment, il est bien placé dans le jeu, il est capable d'apporter, il apporte tout ce qu'il peut avec sa dose d'expérience à ce milieu des éléphants. Seko Fofana, on ne le présente plus. C'est lui qui est venu illuminer notre milieu de terrain. Il a été pendant 2 ans de suite l'un des meilleurs championnats de France, là où sont tous les Africains. Il démontre tous les jours, il a fait des choses extraordinaires avec l'équipe de Lens, au point où nous, on l'avait considéré par moment comme le meilleur joueur du championnat de France. Malheureusement, il ne l'a jamais fait. Collectivement. Alors, Seko vient d'arriver avec ces 2 garçons. Mais Sangaré et Kessié ont joué ensemble depuis 2019. Moi, je les ai découverts en quart de finale de la CAN 2009 face à l'Algérie. Ils ont été extraordinaires. Et depuis, ils sont là. Ces 2 garçons ont une complémentarité qui ne dit pas son nom. Et Seko qui vient d'arriver, intelligemment, par son placement, sa vision, sa technique, ses sorties de balles, a réussi tout de suite à s'incruster entre ces 2 garçons pour nous donner ce milieu de terrain qu'on a. Ensuite, vous avez la polyvalence. Alors là, c'est extraordinaire. Oui. Ces 3 garçons sont capables d'occuper tous les postes du milieu de terrain. Capables de jouer récupérateur, capables de jouer relayeur et capables de jouer meneur de jeu. Et quand ils distribuent les rôles sur le match face à l'équipe du Maroc, quand Sangaré, dans sa vitesse, est devant les poteaux, vous avez vu derrière notre jeune défense centrale avec les 2 jeunes garçons, était serein à cause de Sangaré, Kessé juste avant lui, devant lui, et puis derrière Seko Fofana, qui dans sa vision a créé toutes les misères à la défense de cette équipe du Maroc. En plus, ce sont des buteurs. Ces 3 garçons sont des buteurs. Sangaré Ibrahim, il est le meilleur buteur de la sélection sous Gassé. Sangaré Ibrahim. Seko Fofana est un formidable buteur. Il a mis beaucoup de buts avec l'équipe de Lens quand il jouait dans le championnat français. Okay. Et Franck Kessié aussi, par moment, est un formidable buteur. Il a fait magnifiquement à l'époque quand il était au Milan AC. Il a fait par moment avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et donc, quand on met tous ces éléments dans la balance, oui, on a un très très bon milieu de terrain. Moi, si j'avais été Gassé, j'aurais construit l'âme de mon équipe sur ce milieu de terrain. D'accord. C'est un milieu. Les meilleurs en Afrique. Voilà donc qui est noté. Messieurs, on va parler en même temps, s'il vous plaît. Okay. Voilà, c'est les meilleurs sur le continent africain. Voilà, il faut dire ça. Depuis ça fait 1 heure, tu tournes. Magnifique. Quand tu as un milieu comme ça, tu ne peux qu'être en extase. Je peux poursuivre, messieurs? Oui. Merci beaucoup. Mais quand ils vont parler, ils C'est adorable. Donc, nous avons tous eu vos avis sur le plateau Ballot. Vous allez ajouter, ne vous inquiétez pas. On ajoute ça. Donc, je ne permettrai pas qu'il ajoute tout de suite. Donc, du coup, le public sportif ivoirien s'est aussi exprimé sur la question à LGT. Écoutons donc. Nous pouvons rivaliser avec les meilleurs milieux d'Afrique. Je parlerai entre autres des joueurs ivoiriens comme Kessié, Franck. Nous avons aussi Ghislain. Et puis il y a aussi certains d'autres comme Pépé qui font valoir leur talent comparativement à ceux des autres équipes d'Afrique. Les joueurs ivoiriens, vraiment, ils sont très bons. Ils sont très très bons. Comme France Kessié, comme Sangaré, ils sont très bons. À Côte d'Ivoire, le meilleur milieu. Bon, disons le meilleur milieu, c'est trop dit, mais notre milieu fait partie des meilleurs milieux d'Afrique. Si nous mettons Seko Fofana, Ibrahima Sangaré et Franck Kessié, je crois que vraiment nous allons offrir du beau football aux Ivoiriens. Il fait partie des tops en Afrique, mais actuellement le meilleur milieu en Afrique, non. Actuellement, là, on se prépare pour devenir meilleur, mais actuellement on n'est pas meilleur. Je peux dire le Sénégal, actuellement je peux dire un meilleur milieu top en Afrique. C'est un effectif, ils sont ensemble, ça fait au moins quelques moments. Depuis la CAN où ils ont remporté, c'est le même milieu qui est ensemble jusqu'à aujourd'hui. Mais il semble qu'ils se copaient plus dans le milieu. Ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire n'est pas encore prête, mais actuellement, ça se prépare. Oui, parce que quand je prends le profil de chaque joueur, que ce soit Sangaré Ibrahim, que ce soit Franck Kessié, que ce soit Seko Fofana, ce sont de très bons milieux de terrain. Aujourd'hui, pour moi, sans hésiter, le meilleur milieu d'Afrique est Seko Fofana, par son profil. Mais tout dépendra aussi de notre entraîneur. Parce que quand je prends même ce Jérémy Boga-là, je pense qu'il est possible de jouer avec Seko Fofana et Sangaré et mettre Jérémy Boga en 10. C'est une option que l'entraîneur peut-être n'a jamais essayé. Je souhaite déjà une bonne CAN à tous les Africains, à Kwaba, à tous les Africains. Et retenez une chose, nous c'est simple, hein, on gagne ou on gagne. On gagne ou on gagne, c'est très bien dit. Et on poursuit, hein, donc, messieurs, avec justement le milieu de terrain. Qu'est-ce qui explique surtout la non-utilisation de Seri Jean-Michel Pagassé? Mais je pense que non, voilà, mais je pense que les 3 qui sont dans le milieu du terrain
ont réussi à lui passer devant en termes de hiérarchie. Parce que Seri Jean-Michel, c'était le 3e dans ce milieu qui a été cité tout à l'heure par Roger Stéphane, avec pour base Sangaré et Kessié. Voilà, mais on a Seko qui est arrivé, qui est plus puissant. On a Seko qui est arrivé, qui joue plus en projection. Seri Jean-Michel, quand il était à l'OGC Nice, c'était un 6 qui n'avait pas forcément la puissance d'un 6, mais de par sa position, qui arrivait avec des transversales à mettre l'équipe adverse en danger. Il arrivait à sauter la ligne médiane adverse. Alors que le jeu qui est prôné par la Côte d'Ivoire depuis un certain moment, c'est de faire ressortir les balles et de monter en bloc. Et dans ce style-là, c'est difficile pour lui, parce que quand il a le ballon, on sait que le football africain, avec sa caractéristique, rapidement, il va se faire presser par les adversaires. Et on a pu se rendre compte de cette caractéristique lors de la rencontre face à l'Afrique du Sud. Le ballon qu'on perd sur le côté, rapidement, les Sud-Africains, ils nous montent là-dessus, ils se retrouvent en supériorité de la surface, ils inscrivent ce but. Et Seri Jean-Michel a eu beaucoup de problèmes avec ce genre de pressing adverse, ce qui n'est pas le cas des deux autres, qui, grâce à leur physique, grâce à leur puissance, arrivent très souvent à se sortir de ce genre de pressing. Donc, malheureusement pour lui aujourd'hui, il y a un élément qui est Seko Fana qui est arrivé en puissance et qui s'est imposé dans ce milieu de terrain. Mais Seri Jean-Michel, c'est un formidable milieu. Je pense que quand on parle du milieu de terrain même dans sa globalité, dans sa largesse, il complète parfaitement ce que l'on dit en estimant qu'on a le meilleur milieu de terrain du continent africain. Parce que c'est vrai qu'il y a Lazare Amani qui est arrivé, il y a Idrissa Doumbia qui est arrivé. C'est vrai que ils peuvent jouer ces postes-là, ils sont un peu frêles, ce sont les deux jeunes qui vont apprendre auprès de ce quatuor-là. Mais moi, ça me rassure parce que quand on va citer les autres milieux des autres pays africains, on va se rendre compte que peut-être ils ont 3 milieux qui sont vraiment performants, mais sur le banc de touche, on n'a pas quelqu'un peut-être qui peut être ce porteur d'eau pour maintenir le même niveau, alors qu'en Côte d'Ivoire, avec Seri Jean-Michel, on a ce genre de profil. D'accord, donc vous avez déjà cité Idrissa Doumbia justement et Lazare Amani. On peut dire qu'ils peuvent apporter une plus-value. Oui, bien entendu, c'est clair. Si le sélectionneur leur a fait appel, c'est parce qu'il a regardé leur façon de jouer, cela colle avec lui sa façon de jouer. Parce que comprenons que tout sélectionneur, quand il fait cette sélection, c'est une question de complémentarité et des joueurs qui peuvent apporter ce plus-là à leurs camarades, afin que le groupe, non seulement se bonifie, mais qu'ils progressent ensemble. Voilà pourquoi je suis convaincu que, de par leur talent, leur façon de jouer, le sélectionneur a trouvé qu'ils étaient utiles. Moi, je ne suis pas généralement du genre à critiquer un peu trop les sélections, les choix du sélectionneur, parce que je suis convaincu de ce que quand un sélectionneur appelle un joueur, c'est parce que le sélectionneur trouve que dans sa façon de jouer, c'est ce joueur-là qui peut lui apporter ce plus-là. Donc si ceux-là sont là aujourd'hui, c'est tant mieux pour le sélectionneur, parce que je suis convaincu qu'il pense que soit durant la CAN, ils peuvent être utiles, même après la CAN aussi, ces garçons-là peuvent être utiles. Parce que la sélection, on y vient progressivement, on peut aussi penser après la CAN. Là, je voulais juste rebondir sur le cas de Seri Jean-Michel. Non, ne rebondissez pas. Ne rebondissez pas du tout. Donc, le meilleur système pour ce milieu de terrain, oui, Balo, ne rebondissez surtout pas. Oui, c'est un des trucs, un milieu à 3, mais rapidement, c'est un milieu à 3. Je vais répondre à la question. Répondez à la question. Un milieu à 3 parce que... ils l'ont dit eux-mêmes, ils se sont limités à 3 joueurs dans le milieu de terrain des éléphants, alors que sur la liste des milieux des éléphants de Côte d'Ivoire, il y a plus de 3 joueurs. Donc, c'est dire que c'est un milieu qui n'est pas assez diversifié. Donc, oui, un milieu à 3 pour moi, parce que ça va permettre de mettre en exergue, pour moi, le jeu de couloir des éléphants. Ça va permettre aussi de mettre en valeur la qualité de ce milieu de terrain qui est assez box-to-box. Maintenant, pour revenir à ce qui est rapidement... Rapidement. On poursuit donc avec le meilleur système pour ce milieu de terrain. Oui, un milieu... On est obligé d'avancer, messieurs. D'accord. C'est un débat. On a bien compris. Un milieu à 3, je préfère Sangaré devant la défense. Il est plus jeune, plus technique, plus travailleur que les autres. Et en plus, il a cette rapidité à sortir le ballon. Contrairement à Kessié qui est un peu lourd. Quand il récupère, ça traîne un peu. Sangaré, ça peut sortir vite. Deuxièmement, je préfère Kessié en relayeur. En relayeur, c'est-à-dire qu'il est juste à côté de Sangaré, à travailler, à récupérer, à casser les lignes. Et en meneur de jeu, Seko Fofana. Seko, bon, c'est pas un vrai meneur de jeu. On est en train de le transformer un peu. Il a cette qualité pour. Donc, je pense que si on a cette configuration-là dans le milieu de terrain, ça peut parfaitement marcher. Mais en même temps, ces 3 garçons ont l'intelligence de se relayer en fonction des schémas de jeu sur le terrain. Sangaré et Kessié le font très bien. Parfois, c'est Kessié qui descend, Sangaré monte un peu, etc. etc. Donc, oui, moi, je n'ai aucun problème avec ce milieu de terrain. Je pense que si, pendant cette CAN, je l'ai déjà dit, si Sangaré Ibrahim est en pleine forme, si Seko Fofana est en pleine forme, ces 2 garçons-là peuvent nous faire des choses extraordinaires pendant cette Coupe d'Afrique.
Oui, Jean-Philippe, toujours le meilleur système pour le mieux. Mais le meilleur système, effectivement, Jean-Luc Gasset va partir avec ses 3 milieux de terrain. Il a déjà démontré depuis fort longtemps. Et même quand la Côte d'Ivoire joue avec 5 joueurs dans l'axe médian, ce sont des ailiers qu'on transforme en milieu sortant. Donc, on va toujours évoluer avec ces 3 milieux-là dans l'axe, parce que je l'ai dit, ils ont cette puissance qui les emmène dans des duels à récupérer n'importe quel ballon dans les pieds des adversaires. Et Dagocha le disait face au Maroc en deuxième mi-temps, les Marocains avaient été obligés de faire rentrer des milieux de terrain pour être en surnombre. Malgré ça, le milieu n'a pas du tout flanché. Voilà pourquoi je disais que Hakim Ziyech et Sofiane Boufal n'ont pas joué ce match. Dans un 3 contre 3, c'est pas le milieu marocain. C'est pas le même temps. Monsieur, s'il vous plaît. La liste du Maroc. Voyez-vous. Attends, je ne sais pas ce qu'il recherche en fait. La liste du Maroc, c'est pas les mêmes qui ont évolué. Ok, on va partir pour le deuxième carton jaune. Rouge. Jeune homme, allez vous balader un peu. Okay. Non, terminé, voilà, merci beaucoup. Donc, c'est dire que dans un véritable duel en 3 contre 3, c'est un milieu qui s'en sort très bien. Donc, moi, je pense que les différents adversaires de la Côte d'Ivoire vont essayer plutôt d'être surnombre parce qu'ils ne peuvent pas s'amuser à venir dans une confrontation directe à 3 face à ce milieu. Alors que Gasset, lui, il a cette latitude d'avoir 3 milieux puissants. Donc, il n'a pas la nécessité de faire entrer un 4e milieu. Ça, pour n'importe quel entraîneur, quand vous avez ce genre de joueurs, il n'y a pas de nécessité de gonfler le nombre de joueurs au milieu de terrain en faisant jouer forcément des milieux de terrain. Donc, c'est un avantage pour lui. Moi, j'estime qu'il va partir avec ces 3. Et puis, bon, je pense que ces garçons-là vont réaliser des merveilles pendant la compétition. Très bien. Ballot, avant de prendre votre deuxième carton jaune, oui, allez-y, vous faites plaisir. Oui, mais rapidement, en fait, il a oui. dit quelque chose. Ils ont tous parlé de polyvalence. Oui. Ils ont tous mis en exergue les qualités de cette équipe de Côte d'Ivoire, mais ne l'ont pas fait dans un aspect comparatif. Lorsqu'on parle de polyvalence, est-ce qu'il y a un milieu plus polyvalent que le milieu du Sénégal? On a un joueur comme Lamine Camara, qui est capable de jouer box-to-box. On a un joueur comme Pape Matarsa. On a Nampalix. Laissez-le terminer. Non, on ne va pas laisser terminer. On va pas laisser terminer. Lamine Camara, il peut pas jouer. Il peut pas jouer en 6. Et en plus, il est très jeune. Ok, donc il raconte des choses qui ne sont pas claires. C'est du n'importe quoi. Qui en équipe nationale de Côte d'Ivoire est supérieur techniquement? Qui a envie de prendre un carton rouge, s'il vous plaît? C'est du n'importe quoi. Personne. Ballot. Les techniques Hakim Ziyech et Sofiane Boufal. Lamine Camara, Ballot, je suis bien gentil, je suis bien aimable. Carton rouge. Mais je pense que c'est un peu trop. Vous avez un carton rouge, vous ne sortez pas de table, mais vous ne branchez plus jusqu'à la fin de cette émission. Voilà. Et Jean-Philippe, un carton jaune. Merci, je le prends avec plaisir. Roger Stéphane, un carton jaune. Un carton jaune, voilà. Donc vous avez chacun un carton jaune. Dago Charles, je vous ai à l'œil. Nous poursuivons. D'ailleurs, vous n'avez plus la parole même, tous les 4. C'est mieux. On avance. Voilà. Je souffle. Moi, j'ai rien fait et vous m'avez à l'œil. Bon. Franchement. C'est vous qui avez commencé. Roger Stéphane, le deuxième carton jaune. Voilà. Les éléphants, on poursuit cette émission. On va y arriver jusqu'à 22h. Il reste juste quelques petites minutes. Même si c'est un plaisir d'être avec vous, très chers téléspectateurs. C'est tout ça le sport, c'est tout ça la CAN. Mais s'il vous plaît, messieurs, soyons fair-play. Voilà, Ballot, je ne veux plus entendre votre voix jusqu'à nouvel ordre. Les éléphants qui sont en plein dans la préparation. Donc, on a un élément vidéo qui permet justement de constater aussi un anniversaire surprise. Une très belle ambiance, surtout au sein de la sélection ivoirienne. Allez, on regarde. Chew it on the beat. La Côte d'Ivoire là qui comment le vent. Éléphant, 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 éléphant est là pour mettre KO. Jean-Luc Gasset, Idriss Diallo le président. Depuis on s'étend, depuis très longtemps, on sait bien jouer, on est dangereux. Quand tu vois éléphant, toi-même tu as peur. On te parle de caissier, c'est pour Fofana, Sébastien Haller, Ghislain Conan, Ibrahim Sangaré, Maxalin Gradel, Yasengo en défense, Zoula la magie, débordement de Diakité. Faut faire la passe, on va marquer. Nous on a des bons
Ouais, donc voilà, merci à tous. Voilà, c'est avec joie que je fête mon anniversaire avec vous. Et vraiment, c'est une grâce d'être ici aujourd'hui et de représenter mon pays à la CAN. Et voilà, j'espère que, enfin, mon plus grand vœu, ça serait que voilà, on remporte la CAN et ça me fera un très beau cadeau. Avoir une très belle ambiance au sein de la sélection ivoirienne, n'est-ce pas, Dagochal, avec l'anniversaire de Jérémy Boga? Oui, c'est bon, c'est festif, c'est jovial. C'est ça, le groupe vit bien. Ça veut dire que le groupe vient, ses camarades voilà, l'ont honoré, c'est tout à fait sympa. Il a si bien dit. Hein. Le vœu qui les anime tous, là, c'est de, voilà, demain de remporter ce trophée-là. Et puis, ce sera son plus beau cadeau. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire derrière. Oui, Roger Stéphane. Non, Jean-Luc Gasset, il a bien expliqué qu'il a privilégié l'esprit de groupe en faisant la sélection. Bon, l'exemple est là, l'ambiance est bien. On espère que les garçons vont gagner la CAN. On espère. Et en parlant justement de CAN, suivez l'émission de lancement de la CAN 2023 du groupe RTI. La CAN, c'est sur la RTI. Demain, vendredi 5 janvier 2025, à partir de 20h50 sur RTI 1 et aussi sur votre chaîne sur la 3. Bon, énormément de mots d'encouragement à l'endroit des éléphants footballeurs. Et bien sûr, c'est dans Vrai supporter des éléphants. Ben, je vous dirais que le mouvement sportif est entièrement derrière eux. Nous sommes tous avec eux. Nous souhaitons bien sûr que la coupe reste en Côte d'Ivoire. Elle était au Sénégal. Les Sénégalais vont venir ici, performer certainement. Mais nous espérons que leur performance s'arrêtera en quart de finale ou au maximum en demi-finale et que la Côte d'Ivoire fera en sorte que la coupe reste en Côte d'Ivoire. Tout le mouvement sportif ivoirien est réuni derrière vous pour que justement vous puissiez revenir avec ce trophée-là au soir de la finale. Nous sommes déjà certains que c'est le résultat que vous obtiendrez. On n'a aucun doute là-dessus. N'ayez pas de doute vous-même parce que tout est fait pour que vous puissiez y arriver. Que nos éléphants footballeurs sachent que nous sommes derrière eux. C'est vrai que nous avons 2 étoiles sur le maillot, mais nous souhaitons avoir la 3e étoile. Et l'événement se passant en Côte d'Ivoire, ils auront le soutien de toute la Côte d'Ivoire et il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas obtenir donc le gain définitif. Nous le souhaitons d'être, je dirais, concentrés sur le sujet. Et c'est ça qu'il faut. Avec les derniers matchs que nous avons vus, les victoires éclatantes qu'ils ont obtenues, nous sommes tous confiants, pourvu qu'ils restent concentrés, vraiment concentrés sur leur sujet et qu'ils sachent que la victoire peut leur revenir s'ils se soutiennent les uns les autres. Ce que je leur souhaite, qu'ils sachent que nous les regardons tous et que nous leur souhaitons aussi de prendre du plaisir dans ce qu'ils vont faire et forcément la victoire sera au bout. Allez, tous derrière nos éléphants footballeurs pour la CAN 2023 qui aura lieu justement dans 9 petits jours en 2024 du Jean-Philippe. 13 janvier au 11 février. Voilà, et n'oubliez pas, je redonne encore l'information, suivez l'émission de lancement de la CAN 2023 du groupe RTI. La CAN, c'est sur la RTI, demain vendredi 5 janvier 2024 plutôt. C'est plutôt 5 janvier 2024, on est bien en 2024, à partir de 20h50 sur RTI 1 et aussi sur la 3. Bon, un dernier mot, messieurs, avant de conclure. Il est bientôt 22h. Bon, je n'ai pas encore donné la parole à Balo, toujours en mode carton rouge. Oui, Dagochal, allez. Allez-y, commencez par Ballon. Non, vous avez été le plus sage aujourd'hui. On commence avec vous. Ouf, heureusement que vous reconnaissez ça pour une fois. Mais non, c'est juste pour dire voilà, aux uns aux autres de continuer à y croire.
Oui. Les jeunes gens y croient. On les a vus tout à l'heure, là, durant l'anniversaire la célébration de l'anniversaire de Jérémy Boga. Et donc, à travers lui, c'est pratiquement toute la ville de Lakota qui est représentée. Donc, si messieurs aujourd'hui qui comprennent que voilà, tous ses parents sont tous derrière lui, et à l'instar d'eux, des parents, bien entendu, c'est toute la Côte d'Ivoire qui les soutient. Donc, il faut qu'ils continuent de travailler d'arrache-pied, qu'ils n'oublient pas que ses parents le regardent. Voilà, joyeux anniversaire déjà à Jérémy Boga qui fête ses 27 ans. Oui, Jean-Philippe, en 2 secondes. Mais je pense que les 2 secondes sont déjà épuisées. Allez-y, un petit mot. Allez, les éléphants. Écoutez, simplement, on rentre dans la phase décisive de la Coupe d'Afrique des Nations. Bientôt, on va épuiser la première semaine du mois de janvier. On va rentrer de plein pied dès demain avec le groupe RTI dans la Coupe d'Afrique des Nations. On sait que le challenge est grand, tant au niveau de l'organisation qu'au niveau de l'équipe nationale. On attend beaucoup de ces différentes entités. Mais pour nous, les sportifs, on va beaucoup scruter ce qui se passe au niveau de la sélection nationale. Je pense que peu importe ce qui a bien pu se passer au niveau de la liste donnée par Jean-Louis Gasset, je reste fermement convaincu que ce groupe a toujours très bien vécu sous lui. Voilà, et que ce groupe va continuer dans cette osmose-là à travailler pour rapporter l'objectif qui est de remporter la compétition. Voilà, Roger Stéphane. Moi, j'ai vu les images de l'entraînement des éléphants aujourd'hui et j'ai surtout vu Sébastien Haller et Adengra en train de faire du vélo. Ça, c'est une très belle image, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que les garçons sont capables d'utiliser les pieds et ça, c'est très bien. Maintenant, on devrait peut-être arrêter les débats inutiles sur qui a été sélectionné ou pas. On va se concentrer et faire bloc derrière les éléphants. Après la compétition, on va faire le bilan. On verra qui a raison, qui n'a pas raison. Parce que les éléphants vont gagner cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Effectivement, c'est tout notre souhait. Bon, Balo, vous avez à nouveau la parole. Vous avez juste 2 secondes avant de reprendre le carton rouge, oui. Juste dire merci de m'avoir donné la parole, c'est tout. Merci. Carton rouge pour tout le monde, finalement. Je partage les cartons rouges ce soir. Allez, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de la grande team. On va régler les comptes après l'émission. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Vous aussi, très chers consultants. Merci beaucoup, Dago Charles. Merci, Jean-Philippe. Merci, Roger Stéphane. Merci, Balo. Bon, n'oubliez pas, demain, l'émission top départ de la CAN du groupe RTI, 20h50 sur la 3 et aussi sur RTI 1. Allez, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.